Bon, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Voilà. Alors, en préambule, hein, avant de parler vraiment de la réutilisation des eaux non conventionnelles, je voulais déjà vous parler des agences de l'eau. Pour faire un petit rappel pour ceux qui connaissent les agences de l'eau et peut-être pour présenter les agences de l'eau pour ceux qui ne connaissent pas ces établissements. Donc, les agences de l'eau, en fait, ce sont des établissements publics qui sont sous double tutelle, donc du ministère de la Transition écologique et du ministère des Finances. Donc, il y a 6 agences de l'eau sur le territoire français qui sont découpées par bassin hydrographique. Et donc là, en effet, Poitiers se trouve sur le bassin Loire-Bretagne. C'est aussi à ce titre-là que j'interviens aussi aujourd'hui. Donc, les agences de l'eau, elles ont pour mission de mettre en œuvre des outils financiers de la directive 4 sur l'eau, avec bien donc le principe de la gestion concertée par bassin versant, et en mettant en œuvre des programmes d'action pluriannuels avec comme objectif final l'atteinte du bon état des eaux. Donc ça, je le précise parce qu'on a souvent des questions ou des remarques, entre guillemets, pour ceux qui ne connaissent pas les agences de l'eau. Donc nous ne sommes pas des distributeurs d'eau potable, ni des exploitants, ni police de l'eau. On n'a pas de rôle de service de l'État. On est en fait, notre rôle principal, c'est des partenaires techniques, mais aussi financiers, pour les maîtres d'ouvrage qui réalisent des projets visant l'amélioration et la préservation de l'eau. Alors, dans chaque agence de l'eau, donc comme il y en a 6 sur le territoire, il y a un programme d'intervention. Donc, comme je vous disais, c'est un programme pluriannuel. Donc là, actuellement, on est sur les 11e programmes d'intervention sur la période 2019-2024. Donc, chaque agence de l'eau a son programme d'intervention. Je reviendrai un petit peu plus loin sur les grands objectifs des programmes d'intervention des agences de l'eau. Et en parallèle, un SDAGE, donc un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Donc, un nouveau SDAGE là qui a été adopté pour chaque bassin sur la période 2019-2027, qui fixe des objectifs, donc en lien bien sûr avec la directive 4 sur l'eau, mais qui décline en fait les objectifs par rapport aux problématiques entre guillemets qu'on peut avoir sur chaque bassin hydrographique. Donc en fait, les agences de l'eau en fait fonctionnent en budget autonome. Donc pour certains, vous devez le savoir, et à titre de particulier aussi, si vous regardez vos factures d'eau, vous le verrez. Les agences de l'eau en fait perçoivent des redevances pour tout type d'usagers, dont les particuliers. Et en fait, ces redevances, en fait, ces budgets sont redistribués, on va dire, en aide par les agences pour des actions, en fait, donc pour la gestion de l'eau. Donc, les priorités des 11e programmes des agences de l'eau. Donc, comme je vous disais, hein, c'est des objectifs, on s'adosse sur les objectifs environnementaux prioritaires de la directive 4 sur l'eau, qui fixe en fait des objectifs de bon état pour 2027, et notamment la protection des milieux et des usages sensibles. Donc, on décline aussi nos programmes d'intervention en fonction des objectifs qui sont plus ciblés sur nos bassins et qui sont inscrits dans le SDAGE. On tient compte également, et c'est aussi le thème, on va dire, de la conférence, des conférences de ce matin, de l'adaptation au changement climatique, un volet sur la reconquête de la biodiversité et aussi la mobilisation des acteurs et la solidarité entre les territoires. Donc la réutilisation des eaux usées traitées, donc c'est le sujet de la conférence de ce matin. Donc un petit préambule, mais je pense, on en a déjà beaucoup parlé ce matin, que ce soit lors des discours introductifs ou lors des présentations des 2 conférenciers de ce matin. Donc comme vous le savez, hein, l'eau est une ressource fragile. On a une disponibilité de la ressource qui est limitée, des besoins et des usages qui sont très variés et des tensions possibles entre les usages. À cela, en fait, s'ajoute, on va dire, cette ressource, elle est soumise au changement climatique. Donc ça, c'est une carte, en fait, de l'impact en France, des effets du changement climatique qui sont déjà visibles et qui sont à venir d'ici 2050. Donc là, on n'est pas que sur l'eau, en fait. On voit bien, et notamment avec ce qui s'est passé cet été, qu'on a des sécheresses qui sont de plus en plus accentuées, de plus en plus accrues, qui jouent aussi notamment sur la hausse des températures, avec des incidents sur le climat, par exemple au niveau des feux de forêt, des cultures et de la baisse aussi de la fonte glaciaire au niveau des montagnes.
Alors maintenant qu'on a fait un petit contexte, on va dire plutôt France, comme ça a été illustré ce matin par les présentations, moi je souhaitais vous faire un focus, puisqu'on est sur le bassin Loire-Bretagne, même si je représente les agences de l'eau, de l'état écologique des cours d'eau du bassin Loire-Bretagne. Donc là, c'est un petit peu plus pour illustrer les différents propos de ce matin. Ce qu'il faut retenir, sans rentrer dans le détail de cette carte, c'est que sur le bassin Loire-Bretagne, seulement 24% de nos cours d'eau sont en bon ou très bon état. Alors là, c'est l'état écologique des cours d'eau. Madame Budzinski, tout à l'heure, parlait de l'état chimique. Là, on est sur l'état écologique. Donc, au niveau de l'état écologique, en effet, il n'y a pas que les pressions hydrologiques, c'est tout type de pression. Ça peut être lié aussi aux pressions liées aux rejets ponctuels en pollution, l'hydromorphologie des cours d'eau, etc. Mais ça montre quand même, si on fait le lien avec les objectifs de la directive 4 sur l'eau, qui est l'atteinte du bon état des eaux d'ici 2027, voilà. Donc on a encore beaucoup de chemin à faire si on veut respecter ces objectifs-là. Alors un petit focus maintenant, parce que c'est le sujet aussi de cette conférence, le changement climatique, mais avec l'impact en fait sur l'hydrologie en fait des cours d'eau. Donc là, c'est la carte toujours du bassin Loire-Bretagne sur les pressions significatives sur l'hydrologie des cours d'eau, alors liées au prélèvement, mais aussi à l'évaporation des plans d'eau. Donc ça, c'est important que je vous le signale parce qu'il n'y a pas que les prélèvements. Et sur le bassin Loire-Bretagne, l'évaporation des plans d'eau est quand même assez prépondérante puisqu'on a un bassin où il y a beaucoup de plans d'eau. Alors, en marron foncé, donc c'est là où il y a des pressions qui sont très significatives, donc là où il y a vraiment urgence, c'est-à-dire que les besoins et les prélèvements sont plus importants que la ressource disponible. Et ce qu'il faut retenir, c'est que sur le bassin, on a quand même 54% de nos masses d'eau, cours d'eau, qui sont en risque quantitatif. Alors, quand on parle de risque quantitatif, ça veut dire qu'il y a un risque qu'on n'atteigne pas les objectifs environnementaux d'ici 2027. Donc, c'est quand même un pourcentage qui est quand même assez important. Alors, je fais un lien aussi par rapport aux présentations qui ont pu être faites ce matin, et notamment la présentation de M. Sauquet sur Explore 2070. Là, j'ai pas voulu forcément vous noyer dans plein de cartes, mais vous pouvez avoir en fait toutes ces données sur le site de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Donc ça, c'est des cartes qui sont issues de l'état des lieux 2019. Et il y a une projection qui a été faite justement tenant compte en fait des prélèvements actuels, à prélèvement constant, avec les données de débit d'étiage justement d'Explore 2070, pour voir justement l'impact de la baisse des débits d'étiage à horizon 2070. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en moyenne, on aura une baisse des débits d'étiage qui sera de l'ordre de 30%, si on reste à prélèvement constant. C'est-à-dire qu'on n'augmente pas nos prélèvements, on reste sur les mêmes usages. Donc le constat, comme on en a parlé ce matin, c'est qu'on a des étiages sévères des cours d'eau qui sont de plus en plus importants, avec des périodes d'assec pour certains cours d'eau. Donc cela engendre une baisse des débits et du coup un impact sur la qualité des eaux. Donc on a une problématique sur l'hydrologie, mais qui impacte aussi la qualité des cours d'eau. Et une baisse de niveau d'eau souterraine dans certains secteurs. Enfin là, c'est sur le bassin Loire-Bretagne que je vous fais part de cela. Alors avec ce constat-là, on a un contexte aussi qui est réglementaire, avec, vous le savez, avec des prises d'arrêtés sécheresse qui sont de plus en plus fréquents. Cet été, en tout cas sur le bassin, mais je pense aussi sur les autres bassins hydrographiques, des arrêtés crises qui ont été pris aussi dans certaines régions, dans certains départements. On a aussi les assises de l'eau qui donnent des conclusions avec une réduction des prélèvements de l'ordre de 10% en 5 ans et 25% en 15 ans. Un objectif de lutte contre les fuites des réseaux d'eau potable et un objectif de triplement de la réutilisation des eaux non conventionnelles d'ici 2025. Le Varenne agricole de l'eau aussi et du changement climatique, qui donne plusieurs conclusions qui sont surtout liées, on va dire, au monde agricole. Ce qu'il faut retenir, ce dont je voulais vous faire part, puisque c'est le sujet de la présentation d'aujourd'hui, c'est que suite à ce Varenne, il va y avoir la création d'un observatoire national dédié à la réutilisation des eaux usées traitées. Donc pour le moment, il n'est pas encore créé ni mis en ligne, mais cet observatoire en fait sera ouvert au grand public pour pouvoir avoir des retours d'expérience justement sur la réutilisation des eaux usées traitées.
Alors, face à ce constat et à ces contextes, à ces objectifs aussi qui nous sont demandés, alors quelles sont les solutions maintenant pour atteindre, on va dire, à une bonne qualité des eaux et notamment sur l'hydrologie de nos cours d'eau? Donc on en parlait tout à l'heure, hein, les solutions, la priorité des priorités avant tout, c'est de réduire notre dépendance à l'eau. C'est la sobriété des usages, donc moins consommer. Donc ça, c'est des actions qui sont sans regret, qui permettent d'anticiper justement tous ces effets. Ensuite, il y a l'amélioration de la connaissance du patrimoine et le développement d'une stratégie d'une lutte contre les fuites des réseaux d'eau potable. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça engendre en fait les fuites des réseaux potables des grosses quantités d'eau qui sont perdues. Donc mieux on aura une connaissance, plus on arrivera à développer une stratégie pour lutter contre ces fuites et à économiser donc de l'eau. Ensuite vient en second plan, je veux dire, parce que là c'est vraiment, on va dire, c'est une graduation, hein, si on peut dire, le petit 1, réduire sa dépendance, améliorer la connaissance, lutter contre les fuites. Ensuite, c'est substituer les prélèvements les plus impactants par d'autres sources qui vont être moins fragiles pour soulager justement les prélèvements sur des ressources plus fragiles et la réutilisation des eaux non conventionnelles en remplacement à des prélèvements existants. Et c'est là justement qu'on va faire un petit focus ce matin sur la réutilisation des eaux. Alors là, je vous présente une carte. C'est une étude qu'a menée le CEREMA en 2019 sur les cas recensés, alors qui datent de 2017, hein, les différents cas de réutilisation des eaux usées traitées en France. Donc les pastilles bleues sont, alors si on voit quand même assez bien sur l'écran, sont les cas de réutilisation des eaux usées traitées issues des stations d'épuration collectives. En rouge, les stations d'épuration plutôt privées, donc des industriels. Et en rouge foncé un peu noir, les cas d'infiltration d'eaux usées traitées. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une pratique qui est encore très limitée en France, la réutilisation des eaux usées traitées. Ça représente que 1%. Alors si on fait le comparatif avec ce qui se passe dans le monde, puisque je viens de vous dire qu'en France, on n'est qu'à 1% de réutilisation des eaux usées traitées, en Europe, par exemple, que ce soit en Espagne ou en Italie, on est à 8 et 14% d'eau usée traitée réutilisée. En Israël, par exemple, c'est 80% d'eau usée traitée qui est réutilisée et à Malte, 60%. Donc ça montre quand même qu'en France, on est encore loin en fait de ce qui peut se passer par ailleurs dans le monde. Après, ce qu'il faut tenir compte aussi, c'est des problématiques aussi dans les autres pays. Que ce soit en Israël ou à Malte, ils ont des tensions quantitatives qui sont quand même beaucoup plus importantes que nous. Et donc, ils ont pris, on va dire, cette problématique en compte bien peut-être plus tôt que nous, même si des choses se font par ailleurs en France. Hein, je ne dis pas que rien ne se fait. Alors, pourquoi favoriser la réutilisation des eaux usées traitées? Avant tout parce que cela peut contribuer à la gestion quantitative de la ressource en eau. Donc en substituant par exemple de l'eau potable pour des usages non potables, hein, qui n'ont pas besoin d'utiliser de l'eau potable, l'arrosage des espaces verts par exemple, le lavage des voiries. Ça peut contribuer aussi à la réduction de la vulnérabilité aux aléas météorologiques et à l'adaptation au changement climatique. Donc on assure un volume d'eau indépendamment de la pluie. Et ça peut contribuer à la protection qualitative des masses d'eau et des milieux aquatiques sensibles. Alors je dis ça peut contribuer parce que, attention, pour moi, la réutilisation des eaux usées traitées n'est pas la solution miracle. Il peut y avoir, dans certains cas, des contraintes de rejet en période d'étiage, et notamment quand les rejets de la station d'épuration, que ce soit collective ou industrielle, fait quasiment tout le débit d'étiage du cours d'eau. Donc là, voilà, il y a quand même une certaine vigilance à avoir. On enlève en effet de la pollution, mais on enlève de l'eau au cours d'eau. Et ce qui est important, c'est que nos milieux ils aient de l'eau aussi. Alors, pour quel type d'usage la réutilisation des eaux traitées peut être utilisée? Ça, vous le savez, hein, pour l'irrigation agricole, pour les cultures, l'arrosage des espaces verts, hein, comme je le disais tout à l'heure, que ce soit pour une collectivité, pour ses jardins publics, pour ses stades de foot, ses hippodromes, le lavage des voiries des véhicules. On peut aussi l'utiliser dans la lutte contre les incendies, l'activité d'hydrocurage et, dans certains cas, la recharge de nappes d'eau.
Alors là, je vous fais un petit point sur la réglementation en vigueur sur la réutilisation des eaux usées traitées. Donc on a deux niveaux. On a le niveau national avec en 2009 le Grenelle de l'environnement. L'arrêté ministériel de 2010 sur l'utilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage des espaces verts et l'irrigation agricole. Donc cet arrêté il a été modifié en 2014, puis en 2016. Je reviendrai après dessus. D'autres modifications sont à venir par rapport à la réglementation européenne qui est en vigueur. Et en 2022, on a un décret dérogatoire sur la réutilisation des eaux usées traitées qui est paru, alors qui couvre en fait les autres usages autres que l'arrosage des espaces verts et l'irrigation agricole, mais qui exclut pour le moment la réutilisation des eaux usées traitées dans l'industrie agroalimentaire. Voilà, donc c'est un décret qui cadre en fait certains usages. Alors il n'y a pas une liste exhaustive en fait des usages qui sont autorisés. Il y a des exclusions, comme je vous le disais, par exemple l'industrie agroalimentaire. Et une fois qu'on a enlevé ces exclusions, tous les autres usages en fait sont prévus dans ce décret. Mais c'est un décret, on va dire, dérogatoire qui est paru pour une période de 5 ans. Parce qu'au niveau national, on a aussi besoin, on a peu de retours d'expérience en fait sur d'autres usages pour pouvoir en fait écrire en fait des décrets ou des arrêtés et cadrer en fait la réutilisation des eaux usées traitées. Alors au niveau de l'Europe, il y a un règlement européen qui est paru en mai 2020, justement sur les exigences applicables à la réutilisation des eaux pour l'irrigation agricole. Donc en France, en fait, on a jusqu'en juin 2023 pour se mettre en conformité avec ce règlement. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que l'arrêté de 2010 sur les usages d'irrigation agricole va être modifié là d'ici 2023 pour tenir compte de ces évolutions de la réglementation européenne. Donc pour autant, sur tout ce qui est installation nouvelle, bien sûr, les services de l'État, même si ça n'a pas été transposé pour le moment en droit national, appliquent en fait ces exigences minimales qui sont demandées dans la réglementation européenne. Et il y a eu aussi, au niveau de l'Europe, une parution régulière, enfin récemment, pardon, en août 2022, qui s'adosse un petit peu justement à ce règlement européen, qui sont des lignes directrices qui sont relatives à la réutilisation des eaux urbaines pour l'irrigation agricole. Donc là, il y a tout un travail au niveau national, en fait, de refonte justement de nos textes. C'est pour ça que je vous mets là, en fin de la diapositive, attention, il va y avoir des évolutions à venir sur la réglementation nationale pour tenir compte de ces évolutions européennes. Et il va y avoir aussi, alors là c'est en discussion aussi au sein des ministères de la transition écologique et du ministère de la Santé, pour pouvoir avoir un décret justement sur la réutilisation des eaux usées traitées dans l'industrie agroalimentaire, puisqu'aujourd'hui le décret là, de 2022 dont je vous parlais tout à l'heure excluait justement cet usage-là. Bon, pour le moment, il n'y a rien, voilà, je vous en parle, mais rien n'est décidé encore. Là, c'est juste un rappel de ce que je viens de vous dire à l'oral, mais comme après les diaporamas vont être mis à disposition, vous avez justement un tableau qui récapitule en fonction des usages la réglementation qui s'applique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce sujet-là de réutilisation des eaux usées traitées, et notamment avec la parution du règlement européen de 2020, il y a un groupe de travail national sur les eaux non conventionnelles piloté par l'ASTE qui a été mis en place et qui travaille justement, alors pour le moment, il y a différents sous-groupes fonction des usages. Donc vous avez des représentants des agences de l'eau, du ministère, des services de l'État, le CEREMA, l'INRAE, enfin voilà, plein d'organismes et d'usagers, de représentants d'usagers qui sont présents à ce GT. Et là, dans un premier temps, c'était de travailler par sous-groupe sur des retours d'expérience fonction des différents usages de réutilisation des eaux usées traitées. Donc, il y a eu des fiches qui ont été réalisées et l'objectif après, c'est de pouvoir communiquer via l'Observatoire national dont je vous parlais tout à l'heure sur ces retours d'expérience et pouvoir le mettre en ligne du grand public. Et en parallèle, il y a aussi un groupe de travail interagences où là, il y a un représentant de chaque agence de l'eau, du ministère de la Transition écologique et de l'OFB qui s'est constitué. Donc ce groupe permet de constituer un lieu d'échange, de partage et d'expérience et puis de mutualiser aussi nos compétences techniques sur le sujet, mais aussi tous les aspects réglementaires puisqu'on est quand même beaucoup sollicité
que ce soit les agences de l'eau ou les services de l'État, par des collectivités ou des industriels qui souhaiteraient mettre en place des projets de réutilisation des eaux usées, mais qui seront confrontés pour le moment à l'absence de réglementation, si ça n'a pas été transposé au niveau du droit national, et justement au blocage qu'il pouvait y avoir jusqu'à aujourd'hui. Alors, comme je vous le disais en préambule, les agences de l'eau sont des partenaires techniques, mais aussi financiers. Un de nos rôles aussi, c'est d'apporter des aides pour concourir au bon état des eaux. Donc là, je ne suis pas rentrée dans le détail parce que sinon je vous aurais fait un tableau avec toutes, on va dire, les aides et modalités d'aide des différentes agences de l'eau. Et je pense que ce n'était pas l'objectif de la présentation d'aujourd'hui. Ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que les agences de l'eau peuvent accompagner la réalisation de nouvelles installations de réutilisation des eaux usées traitées, donc soit pour des stations d'épuration collectives ou industrielles, donc en remplacement de prélèvements existants, le but étant que ce soit de la substitution. On n'accompagne pas le développement d'usage et le développement de consommation. Et on peut, alors là c'est un oubli de ma part, mais je corrigerai et je vous redonnerai le diaporama, accompagner aussi la mise aux normes des installations existantes par rapport justement à la réglementation européenne de 2020. Donc les taux d'aide, là je vous ai mis une fourchette parce que ça dépend vraiment des agences de l'eau, mais ça peut aller de 50 à 60% dans la limite de l'encadrement européen pour les usages économiques, donc pour les industriels, puisqu'il y a une réglementation européenne des aides d'État qui s'appliquent. Donc là, je vous ai mis tous les contacts des agences de l'eau pour les différents bassins. Là, comme ça, si vous souhaitez avoir un peu plus d'informations sur les aides qui peuvent être apportées au niveau des agences de l'eau, vous n'hésitez pas à les contacter. Et je vous invite aussi également à consulter les différents sites internet des agences pour avoir un peu plus d'informations. Alors, vous allez avoir des informations sur les aides qui peuvent être apportées. Vous avez aussi des retours d'expérience dans différents domaines et vous avez aussi toutes les données, comme je vous disais tout à l'heure, des états des lieux des différents bassins qui sont disponibles, donc avec des données, on va dire, plutôt brutes, mais aussi des données comme les cartes que je vous ai montrées tout à l'heure pour pouvoir illustrer un petit peu le contexte des différents bassins hydrographiques. Alors, quelques exemples de réutilisation des eaux usées traitées. Donc là, j'ai pris différents exemples. Il y en a quelques-unes sur le bassin Loire-Bretagne, bien sûr, mais pas que. À Dinard, on a financé la réutilisation d'eaux usées traitées, donc de la station d'épuration de Dinard, pour l'arrosage de leur stade. Donc ça couvre 4 terrains de foot, plus un terrain d'athlétisme. Ils utilisent également ces eaux pour l'entretien des voiries et également pour l'usage propre en fait de la station d'épuration de Dinard, donc pour la préparation de polymères, pour nettoyer les clarificateurs, etc. Donc ça leur a permis de substituer à peu près, alors ça c'est une fourchette basse, c'était dans leur étude technico-économique, 11 600 mètres cubes par an, donc en substitution à de l'eau potable. Ensuite, on a le projet de Narbonne, pareil, réutilisation des eaux usées traitées de cette station, une grosse station qui fait 120 000 équivalents habitants. Donc là, c'est pour les usages propres de leur station, un peu comme Dinard, préparation de polymères, lavage, mais aussi pour l'utilisation d'eau, des besoins en eau des camions hydrocureurs. Et là, ça a permis une substitution de 15 000 mètres cubes par an. Alors, on en parlait un petit peu ce matin du changement climatique. Je crois qu'il y a une étude justement sur les études qui peuvent être portées, que ce soit à l'échelle d'une collectivité, à l'échelle d'un territoire ou d'un conseil départemental. Alors, du retour d'expérience, moi, je vous fais le retour d'expérience du bassin Loire-Bretagne. En effet, on voit que sur le territoire, ça se bouge. On tire aussi un peu expérience de ce qui s'est passé cet été, même si on devrait être plus dans l'anticipation sur ces sujets-là. On a des études prospectives qui sont de plus en plus menées. Là, je vous donne par exemple l'exemple du conseil départemental du Loiret, donc qui travaille avec le CEREMA sur la mise en place de la réutilisation des eaux usées traitées à l'échelle du département.
et pour pouvoir identifier toutes les stations d'épuration, que ce soit collectives ou industrielles, où est-ce qu'il pourrait y avoir une opportunité de réutiliser ces eaux usées traitées-là en fonction des différents usages et fonction aussi des rejets actuels de ces stations, que ce soit en termes qualitatifs, mais aussi en termes quantitatifs, et de l'impact, justement, de cette réutilisation des eaux usées traitées sur les débits des cours d'eau. Alors, j'avais prévu, mais je ne sais pas si c'est possible, on dit qu'il n'y a peut-être pas le son dans la salle, mais sinon, je vous invite à... Je voulais vous illustrer le dernier exemple par un petit film. Alors, je ne sais pas si cet été, vous avez vu sur les chaînes de France Télévisions, il y a eu des petits programmes courts de juillet à août qui ont été diffusés, justement. C'est des films qui ont été réalisés par les agences de l'eau. Ça s'appelle « À la source » sur différentes thématiques. Des films qui durent à peu près 2 minutes. Et là, justement, c'est un film qui a été réalisé sur la réutilisation des eaux usées traitées de Bonifacio. Donc, je pense pas que... je sais pas s'il y a quelqu'un de l'organisation, si on fait un essai ou pas de... C'est pas possible? Non. C'était pour un petit peu, voilà, dynamiser la présentation. Et puis, parce que depuis ce matin, on parle, et je trouve que des fois, de montrer un petit film, ça peut illustrer les propos. Oui, on est là pour parler, bien sûr, mais... Ah. Navigateur. Je clique, je ne sais pas trop ce que je fais là. Je vous laisse peut-être faire. Regardez. Allez-y. Peut-être que vous remettiez sur la fenêtre la YouTube. Je ne sais pas pourquoi ça a ouvert. Qui est peut-être sur un navigateur. Parfois YouTube. Ça ne fonctionne pas. Ah bah voilà. Ouais. Alors, est-ce qu'il y aura le son? Ah bah oui, c'est bon. Excusez. Voilà, je ne sais pas si vous avez bien entendu, mais je vous invite, pour ceux qui ont mal entendu, ou le temps que ça se remette en plein écran, comme le diaporama sera mis en ligne, à re-regarder cette petite vidéo. Et voilà, il y a différents sujets qui ont été réalisés pour ces films, autres que la réutilisation des eaux usées traitées, mais aussi sur les économies d'eau, comme je vous disais, puisque c'est la priorité avant tout. Voilà. Moi, merci, j'en ai fini. Merci, Madame Erdicchio, pour cet exposé sur le reuse. Des questions, s'il vous plaît? Monsieur, vous pouvez vous présenter. Après, Christophe Lascoste, Danone.
Madame Verdicchio, je me demandais si vous pouviez nous faire un retour d'expérience sur les cas d'abandon ou d'échec que vous avez mentionnés dans une de vos slides, en montrant qu'il y avait pas mal de situations de reuse qui avaient été abandonnées, ce qui m'a surpris. Vous montriez des résultats en montrant notamment, résultats, je ne me souviens pas quelle proportion, mais de reuse, si j'ai bien compris, abandonnés. Ah, non, Ou de projets qui n'avaient pas abouti, et Alors, c'est un peu oui, ça, inquiétant, je l'ai donc dit je à voulais l'oral. un Rex là-dessus, si c'est Oui, je possible. l'ai dit à l'oral, en fait, quand j'ai montré la carte de la situation en France, de la réutilisation des eaux usées traitées, en disant qu'on n'était qu'à 1% par rapport au reste du monde, de l'Europe et puis du monde, et en disant que, et c'est notamment en effet dans le domaine industriel, comme je vous disais, parce que, bon, en tout cas sur le bassin, Loire-Bretagne, hein, on a un bassin où on a beaucoup d'industries agroalimentaires. Donc c'est vrai que les industriels, ils sont confrontés aussi au manque d'eau, à la pénurie, et puis il faut qu'ils continuent aussi leur activité. Donc beaucoup mettent en place des économies d'eau au sein du process, via du recyclage, des changements de process. Mais au bout d'un moment, une fois qu'on a abaissé, on va dire, notre consommation en eau, qu'on a abaissé notre ratio de consommation en eau par rapport à notre activité, on ne peut pas faire plus. Donc, il faut trouver des solutions alternatives. Et donc là, en effet, il peut y avoir du recyclage ou de la réutilisation des eaux usées traitées. Et ce que je vous disais, c'est que jusqu'à maintenant, en fait, oui, il y avait des industriels qui avaient des projets, mais qui n'avaient pas pu aboutir par rapport aux freins réglementaires, parce qu'ils n'avaient pas eu les autorisations, surtout par rapport aux risques sanitaires. Et c'est pour ça qu'il y a en discussion au niveau national d'essayer d'avoir un décret justement pour couvrir la réutilisation pour les industries agroalimentaires. Mais c'est des échanges en fait qui sont au sein des ministères, parce qu'on sait qu'il y a une problématique, ça pourrait être une solution, mais derrière, comme je vous disais, il y a tout ce qui est risque sanitaire par rapport justement. Voilà. Bien sûr. Alors, oui, je te donnerai la parole après. Avant, là-haut, puisque le micro est là-haut. Bonjour, Antoine Delieu du CEBEDO, le Centre belge d'études de l'eau. Voilà, ma question était, est-ce que dans le cas d'usage agricole, y a-t-il un intérêt à conserver dans l'eau usée les charges en azote et en phosphore, ou au contraire, est-ce que cela comporte un risque? Alors, moi, je vais vous parler pour le bassin Loire-Bretagne, parce que j'ai meilleure connaissance, on va dire, de l'état des lieux de notre bassin et du SDAGE. En tout cas, sur le bassin Loire-Bretagne, c'est le paramètre phosphore en fait qui déclasse les cours d'eau par rapport à la pollution. Donc, c'est pas que lié aux usages agricoles. Les usages agricoles y participent, mais c'est aussi lié au rejet ponctuel des stations d'épuration. Donc oui, il y a un intérêt à les diminuer, ces rejets-là. Ok. C'était pas tout à fait la question, peut-être, mais... Non, mais j'ai peut-être mal... Bon, vous y reviendrez peut-être pendant les pauses. Monsieur Moulin. Bonjour, merci. Donc, Laurent Moulin, Haut-de-Paris. Petite question, parce que vous avez comparé la situation avec les autres pays, notamment l'Espagne et l'Italie. Il me semble quand même, mais c'est peut-être que je me trompe, que leur grande importance de pourcentage de réutilisation d'eau usée est liée au fait qu'ils utilisent beaucoup cette eau dans le cadre de l'agriculture, avec des infiltrations et des usages comme ça. Et je m'étonne toujours que la réponse un petit peu qu'on fasse, c'est dire il faut ouvrir le nombre d'usages, parce qu'en France on en fait peu, et donc il faudrait qu'il y ait d'autres usages utilisables, alors que finalement déjà l'agriculture n'est pas très développée, on va dire, sur ce type d'eau. Pourquoi aller s'orienter vers l'industrie agroalimentaire, sachant qu'on va avoir des difficultés sanitaires importantes, alors que déjà l'usage pour la simple agriculture n'est pas très développé en France. Voilà. Ok. Le micro en bas, s'il vous plaît, après. Oui, non, mais après, je ne sais pas si c'était vraiment une question, vous faites part un petit peu de vos observations. Non, mais je suis d'accord avec vous, hein. Et on espère justement que la modification de l'arrêté par rapport au règlement va pouvoir développer, on va dire, la réutilisation pour les usages irrigateurs. Le constat que je faisais, moi, c'était par rapport à la réalité, entre guillemets, de terrain et aux demandes qu'on peut avoir. On a une forte mobilisation, en effet, côté industriel, plus peut-être que côté agricole. Ça, oui, c'est un constat. Ok. Eric. Oui, c'était très bien de rappeler que c'est pas une solution miracle, hein. La REUS, c'est de la réallocation de ressources, hein. Donc on décide. Alors effectivement, je pense que dans les stades, quand on voit les autres pays, il y a eu des décisions politiques liées à
liées à cette réallocation. Et justement, j'avais une question par rapport à la dimension écologique, parce qu'on sait que certaines stations d'épuration fournissent des débits pendant la période estivale, et d'une certaine manière, prendre cette eau pour la utiliser pour un autre usage, ça va avoir des conséquences quand même non négligeables sur le milieu. Et dans toutes les études qui sont menées sur le potentiel, est-ce qu'il y a des études sur le milieu, l'impact sur le milieu et l'acceptabilité sociale? Alors, ce qui revient peut-être un petit peu, il va y avoir il y a des réglementations sanitaires, hein, évidemment, mais derrière, il y a l'origine de l'eau et que le consommateur, s'il prend des produits alimentaires qui sont... Oui, merci Eric pour cette question. Je pense que plusieurs personnes dans la salle devaient l'avoir en tête aussi. Ce que j'ai peut-être pas précisé quand je vous ai parlé des différents groupes de travail en fait qui sont autour justement de ce sujet-là, et notamment sur le groupe de travail interagence ministère OFB, on est en train de travailler sur un guide d'études d'impact justement sur les projets de réutilisation des eaux usées traitées pour pouvoir à chaque fois, comme vous expliquez, qu'on vérifie bien que l'eau qu'on enlève du milieu n'a pas d'impact, on va dire, négatif justement sur le cours d'eau, mais pas que, parce qu'il y a aussi la notion de nappe associée au cours d'eau. Donc en fait, il faut aussi regarder les prélèvements qui sont associés à ces cours d'eau. Et on demande aussi à ce qu'il y ait un aspect pas que quantitatif qui soit regardé, mais aussi un aspect qualitatif. Merci Nicolas. Oui, alors bonjour, Nicolas Pouillot de Société Rovico. Je dirige une exploitation qui est une grosse station d'épuration et qui rejette en Charente. Et c'est plutôt un témoignage ou un retour d'expérience pour répondre pour illustrer ce que disait tout à l'heure le premier intervenant de Danone. En fait, on a été sensibilisé par l'agence de l'eau à Dour-Garonne sur des appels à projets sur le reuse. Et donc cet été, plusieurs de mes clients qui me livrent des produits à traiter, qui sont des agriculteurs, enfin des viticulteurs, me disent « Tu rejettes ton eau en Charente, ça serait peut-être pas mal finalement que tu nous les mettes à disposition puisque la qualité et les VLE sont respectés pour des usages agricoles et en particulier pour les jeunes plants de vigne qui sont en stress hydrique. » On était en plein mois de mai, juin, et donc on pourrait récupérer cette eau-là de manière à apporter de l'eau au milieu. Et donc je sollicite les services de l'État pour dire voilà, on va orienter l'eau vers un autre usage que le rejet dans le milieu naturel. Le milieu naturel en l'occurrence c'est la Charente, donc qui est quand même un fleuve avec un bon débit. Et la réponse de l'Adréal, ça a été non, c'est pas possible parce que vous avez un arrêté préfectoral qui vous autorise à rejeter dans le milieu naturel, mais pas à faire du reuse. Donc clairement, il y a un vide juridique et réglementaire qui fait qu'une station d'épuration d'origine agroalimentaire ne peut pas remettre l'eau pour les usages agricoles. Ça va changer peut-être. Oui, normalement, ça devrait changer, on espère, oui. Ah, c'est vrai qu'il faut mettre... la réglementation va mettre un peu de temps à évoluer, mais voilà, le ministère s'en est bien saisi et je pense que ça va évoluer. Il faut être un peu patient. Peut-être une dernière question. Ok, très bien. Merci madame.